Sonia Daillon-Esbrin, bonjour. Bonjour. Le processus, il y a toujours eu une déshumanisation des colonisés. C'est-à-dire que les colonisés n'ont jamais été traités véritablement comme des êtres humains à part entière. Je pense que ce processus de déshumanisation des réfugiés est certainement lié au fait que maintenant la masse des réfugiés qui tentent désespérément d'arriver en Europe, qui cherchent refuge en Europe, viennent des pays anciennement colonisés. Donc il me semble que là, il y a quelque chose qui se joue, qui ne s'est pas joué pour d'autres réfugiés venant d'autres pays du monde, et en particulier des gens qui se déplaçaient simplement d'une région de l'Europe à l'autre. Donc il me semble que c'est la rencontre de deux phénomènes. D'abord, effectivement, quelque chose qui est perçu comme une crise économique, même si cette crise n'est pas une crise pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent, quelques-uns comme on ne s'est jamais enrichi depuis l'histoire de l'humanité, d'autres qui s'appauvrissent terriblement. Donc ce qu'on appelle, crise, ce phénomène, qui je considère, mais il y a la rencontre de ce phénomène et de l'arrivée en grand nombre de moi ce que j'appelle maintenant qu'on considère comme des hommes en trop, c'est-à-dire des gens qu'on considère comme inutiles, c'est-à-dire qui arrivent mais dont on pense qu'on n'a rien à faire. Et on ne les traite plus comme de véritables êtres humains, puisque en France en tout cas, les lieux dans lesquels ils habitent sont appelés des jungles, ce ne sont plus des bidonvilles qui désignaient le type d'habitat, ce ne sont même plus des camps, parce que le camp pouvait être comparé à un campement, c'est-à-dire une espèce de logement provisoire pour des nomades, mais on dit que le lieu où ils se trouvent, ça a été dit pour Calais, ça a été dit pour par exemple Paris, du côté de Stalingrad, on appelait ça maintenant, il y a une jungle, on disait il y a maintenant une jungle aussi à Paris. Donc la jungle, c'est le lieu où vivent les bêtes, en principe les bêtes sauvages. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment, c'est cette rencontre des deux. D'accord. Que pensez-vous maintenant de cette façon qu'ont les chancelleries occidentales à ne concevoir leur politique étrangère vis-à-vis des pays du Maghreb ou des pays d'origine des réfugiés que à travers le prisme des deux thématiques de la sécurité et du terrorisme? Est-ce que c'est un impératif électoraliste? Est-ce que c'est par pragmatisme? Qu'en pensez-vous? Moi, je serais très méchant, je dirais d'abord c'est par bêtise. C'est par bêtise et par ignorance. Je crois que c'est une faute politique. Je pense que c'est une faute éthique d'abord au point de vue, parce que nous appartenons tous à une commune humanité, que nous devons nous reconnaître dans une commune humanité, même si nous sommes, bien sûr, nous avons quelques différences les uns avec les autres, mais bon, c'est ça qui fait l'intérêt de l'humanité, d'être divers et bariolés. Mais je pense, donc c'est une faute éthique, mais je pense que c'est vraiment une énorme sottise politique. Parce qu'on produit, on sait bien à quoi conduisent ces logiques sécuritaires. En réalité, si j'allais plus loin dans l'analyse, je pense que cette logique sécuritaire, elle a quand même, en tout cas en France, elle a comme finalité cachée de protéger le capital. C'est-à-dire que quand on a eu des manifestations contre la loi travail, par exemple, on arrêtait systématiquement les gens, on empêchait les manifestations de se tenir, alors que les manifestations étaient des manifestations pour des lois qui restreignaient considérablement les droits sociaux en France. Donc je crois qu'il y a ça derrière les lois sécuritaires. Et puis quant au fait de développer ce discours sur le terrorisme, c'est aussi un discours idiot, parce que moi je dis, il y a un argument très bête qui consiste à dire, par exemple, à Paris, il y a
par an, il y a 4000 morts du fait de la pollution atmosphérique. Hein. Donc c'est bien plus que que les attentats terroristes. Je ne veux pas dire que les attentats terroristes sont épouvantables. Un mort est toujours un mort de trop et ça ne devrait pas avoir lieu. Mais il faudrait aborder la question autrement. Et on sait bien que, bon, ça aussi, sont des considérations très générales et très communes en philosophie politique, hein, il faut se construire un ennemi pour renforcer un pouvoir qui se veut fort et qui est un pouvoir finalement de défense des intérêts des multinationales. Donc, voilà, moi je crois que c'est in fine, c'est mon analyse. Et si on revient un petit peu en France, l'islamophobie, quel regard en fait avez-vous sur ce phénomène qui existe de longue date, certes, mais qui a peut-être été justement alimenté par cet afflux de femmes, d'hommes fuyant des pays en guerre, mais majoritairement de nationalité musulmane, et qui se traduit dans aujourd'hui les intentions de vote, notamment pour l'extrême droite et la droite très conservatrice. Oui, l'islamophobie, en fait, elle n'a pas été... C'est-à-dire qu'elle l'arrivée, il n'arrive même pas en France, hein, donc on ne voit même pas arriver beaucoup d'étrangers ou de réfugiés venant de pays nécessairement musulmans, parce que par exemple les Érythréens qui sont tellement maltraités sont chrétiens, donc il y a aussi des chrétiens qui sont victimes de ces discriminations et de ce regard déshumanisant. Non, l'islamophobie, enfin vraiment, je pense que l'islamophobie telle qu'elle se manifeste aujourd'hui, moi, elle a sa source, selon moi, bien avant, c'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est quelque chose qui est apparu à la fin des années, au début des années 1990, c'est-à-dire que quand toute une génération de jeunes dont les parents ou les grands-parents avaient été des migrants, se sont éduqués et ont demandé à être reconnus pleinement alors même qu'ils étaient musulmans. Je pense que c'est la revendication d'être vus dans l'espace commun comme musulmans qui a provoqué ce rejet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose une revendication de visibilité, en particulier par les femmes, qui, à mon sens, a provoqué cette islamophobie qu'on a ressentie d'abord autour des femmes, parce qu'un des visages de l'islamophobie, le premier visage, c'est le visage soi-disant féministe, c'est-à-dire c'est sur tous les discours contre le port du foulard, du voile, et le refus de reconnaître que même avec la tête couverte, on peut avoir une tête très très bien faite, avoir des rapports parfaitement égalitaires avec son compagnon ou son conjoint, quelquefois plus égalitaire, moi je pense à un certain nombre de mes amis, que des femmes qui ont les cheveux à l'air. Et donc je crois que c'est vraiment autour de ce phénomène que quelque chose s'est concrétisé. Hein. Et quand par exemple Marine Le Pen maintenant se déclare féministe, c'est elle se rattache à ce type de féminisme qui est profondément islamophobe. Et ça renvoie bien sûr à des discours coloniaux très anciens, hein, où on prétendait libérer les femmes, c'est-à-dire la colonisation se faisait au nom de la libération des femmes, et en fait, en termes psychanalytiques, ça voulait dire aussi la dévirilisation des hommes, qui n'étaient pas de vrais hommes et qui n'étaient pas capables de prendre soin des femmes. Donc, à mon sens, c'est ça, beaucoup plus que l'arrivée de migrants, et je crois que le phénomène de ce qu'on appelle le terrorisme, de la violence, de ce type de violence politique, ce phénomène-là s'est greffé à mon avis, mais n'est pas profondément lié à l'islamophobie. C'est que ça donnait une raison de plus, une justification de plus à l'islamophobie, mais en tout cas, telle qu'elle se manifeste en France, à travers tous les discours sur une prétendue laïcité, ça se rattache plus
au rapport avec les femmes. Et bien sûr, ces rapports avec les femmes, quand on a ces propos sur les femmes musulmanes qui seraient tellement opprimées, etc., ça masque le sexisme extrêmement profond de la société française, hein, qui est une société profondément sexiste. Hein. Peut-être une dernière question sur l'actualité, c'est aussi le Muslim ban qui vient d'être. Est-ce que vous trouvez que les élites occidentales, européennes, américaines ont fait assez en termes de levée de bouclier pour ne pas que ça passe? Parce qu'on voit qu'in fine, c'est passé, malgré l'indignation générale. Donc est-ce qu'il y a une fatalité face à... est-ce que c'est dans l'air du temps finalement qu'on doit accepter ce genre de mesures? Aux États-Unis, ça n'est pas passé tellement facilement, puisque la première version a été rejetée, et qu'actuellement la deuxième version qui restreint quand même, c'est quand même horrible, mais qui restreint cette exclusion à 6 pays, non plus 7, et puis avec quelques conditions, c'est-à-dire que maintenant on laisse rentrer ceux qui ont la carte verte, etc. C'est quand même contesté par les institutions, il y a beaucoup de manifestations. Moi, ce qui me touche en particulier aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il y a une mobilisation commune maintenant, et des musulmans, mais qui sont beaucoup moins nombreux, hein, qu'en Europe. Le phénomène n'est pas le même, des Noirs et des Juifs, hein, puisqu'il y a énormément d'actes antisémites aussi en ce moment aux États-Unis. Donc il y a une vraie mobilisation, mais c'est une mobilisation, vous l'avez bien dit, des élites. Hein. Enfin, tous mes amis universitaires américains passent leur temps à protester, c'est-à-dire qu'ils ont délaissé très largement leurs travaux universitaires et ils passent leur temps à essayer de constituer des réseaux, des mouvements, et il y a maintenant des passerelles entre tous ces réseaux, entre les réseaux de Black Lives Matter, les réseaux musulmans. Moi, j'appartiens à un mouvement qui s'appelle Jewish Voices for Peace, et il y a vraiment un travail en commun. Donc il y a des protestations aux États-Unis, il y a des manifestations tout le temps, donc je pense pas que ça... Mais ça, on va voir, mais il faut aussi dire que Trump a été élu par une espèce de tour de passe-passe, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu la majorité des voix. Hein. Alors en France, la situation, je pense, est différente. Et pour le moment, on n'en est pas... à prendre un Muslim ban, et puis les situations sont différentes selon les pays, mais par exemple hier en Hongrie, il a été décidé par le gouvernement que tous les étrangers qui entraient de façon illégale sur le territoire national seraient immédiatement emprisonnés. Donc il y a même le principe du droit d'asile, qui est quand même un principe fondamental décrété par l'ONU en 1951 et délibérément violé. Peut-être effectivement une dernière question, justement, Viktor Orban en Hongrie. On était proche d'avoir un président autrichien issu d'extrême droite. On voit la montée également des extrêmes xénophobes en France, en Allemagne, aux Pays-Bas. On a un peu l'impression, en exagérant peut-être un petit peu le trait, mais juste à peine, de revivre certaines heures sombres de l'Europe. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Tout à fait, tout à fait. Enfin, moi, je pense qu'on est vraiment dans les années 30. Hein. Sauf que les circonstances sont différentes. Et c'est un grand sentiment d'impuissance, c'est-à-dire qu'on n'a plus de puissance politique face... Les budgets des multinationales excèdent largement les budgets des États. Donc il y a un sentiment d'énorme impuissance, et en face de ça, il y a des réactions absurdes. Les classes politiques sont complètement dévalorisées, dévaluées. Hein. On n'a plus confiance. Et les réactions sont des réactions... je sais pas, on pourrait dire... Moi, je parlais comme Fanon, hein, mais c'est une espèce de maladie de psychose, de psychose générale, hein, d'une vraie maladie dans l'ensemble des sociétés qui sont malades et donc qui ne peuvent même plus, qui sont même plus capables d'agir dans leur propre intérêt. Mais c'est la même chose effectivement. Enfin, c'est analogue, mais avec je pense des causes différentes. Mais on est dans le même type de situation. Enfin, moi, je trouve ça complètement terrifiant. Et puis l'adhésion justement à l'islamophobie est quelque chose de
vraiment, vraiment terrifiant parce que c'est massif, hein, c'est massif. Alors surtout là, justement, surtout dans les élites, parce qu'au niveau populaire, on est un petit peu moins islamophobe qu'au niveau du discours des élites, de l'université, justement, ce que j'appelle l'islamophobie savante, hein, quelque chose de consternant, voilà. Merci.